Bonjour et bienvenue sur le podcast Je m'active pour ma santé mentale d'assurance prévention. Je suis avec David Thiven. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors David, vous êtes maître de conférence, docteur en physiologie de l'exercice, nutrition humaine et sciences de la santé, directeur de recherche, notamment au sein de la chaire Santé en mouvement, qui est une chaire de recherche soutenue par Assurance Prévention. Peut-être qu'on peut dire quelques mots justement sur cette chaire Santé en mouvement, David. Oui, bien sûr. Alors l'objectif d'une chaire, parce que finalement les gens ne connaissent pas vraiment ce qu'est une chaire, l'objectif c'était d'arriver à mettre un petit peu sous la même coquille des chercheurs qui viennent d'horizons différents, qui sont dans des structures différentes, donc en France et à l'international, puisque nous avons une chaire qui se veut internationale, mais des chercheurs qui travaillent tous avec des visions différentes, mais sur le même sujet, en l'occurrence nous, la sédentarité, l'activité physique, la mise en mouvement au service de la prévention et de la prise en charge des pathologies métaboliques. Merci David. Alors dans cet épisode, vous allez voir, on va parler beaucoup de mouvement. Ça va être peut-être le mot-clé de cet épisode. On a déjà fait un live donc avec notamment David et Martine Duclos, donc qui co-dirigent tous les deux cette chaire santé en mouvement. Donc ce live est également disponible en version audio. Il s'appelle Sédentarité et santé mentale, les liaisons dangereuses. On vous invite à aller le regarder ou l'écouter. Et là, on va approfondir donc un des sujets qu'on avait effleuré pendant ce live, qui est le sport, puisque donc c'est scientifiquement prouvé, l'activité physique a des bienfaits sur la santé mentale. Et puisque là on parle d'activité physique, il faut qu'on fasse la distinction avec le sport, puisqu'aujourd'hui on va parler du sport avec David. Oui, je pense que vous avez raison. Il est absolument essentiel de vraiment distinguer les choses. Un, pour indiquer les gens correctement, et puis surtout pour ne pas leur faire peur quand on leur demande de se mettre à l'activité physique. Souvent, les gens, que ce soit des patients ou non d'ailleurs, confondent avec le sport et se voient tout de suite avec des baskets sur un tapis, etc. Il faut faire attention. L'activité physique, c'est nos mouvements de la vie de tous les jours. C'est tout ce qui va nous permettre d'augmenter notre dépense d'énergie au-delà d'une dépense d'énergie de repos grâce au mouvement. C'est marcher, c'est se lever, c'est faire la cuisine, le jardinage, etc. Le sport, et tout à l'heure je vous parlerai des sports finalement, le sport c'est une des possibilités dans toute cette palette d'activités physiques. C'est dès lors que l'on rentre dans quelque chose de régulier, mais surtout de codifié, d'institutionnalisé. Je vais vous prendre un exemple tout bête, c'est quelqu'un qui est inscrit dans un club de tennis et qui va 2 fois par semaine faire du tennis. C'est une activité de loisir, encadrée, structurée, mais c'est une activité sportive. Et puis j'aime bien parler des sports. Pourquoi ? Parce qu'il y a le sport de tout le monde, c'est-à-dire que tout un chacun peut avoir une licence dans un club ou être inscrit ou alors participer dans des activités au paddle, au soccer, etc. Et j'en passe bien entendu, il n'y a pas de restriction là-dessus. Et puis il y a le sport qui peut être le sport de haut niveau, et qui n'est pas à délaisser non plus, parce que là on va tomber carrément de l'autre côté du spectre, à l'autre extrémité du spectre, et comme tout, il y a des justes milieux, et ce sport de haut niveau se veut être une pratique sportive intensive la plupart du temps, qui va avoir bien entendu des bénéfices, mais qui va du coup aussi aller au-delà. C'est un peu comme si on avait une courbe en U et qui va pouvoir, on parlait de santé mentale, mais on pourrait parler de santé physique, sociale, etc., avoir aussi des limites. J'ai pas envie de parler d'effets délétères, mais quand même de limites. On va pas dire que nos sportifs de haut niveau, c'est pas bien, mais tous le diront, ils connaissent aussi des limites avec une pratique intensive. Donc il y a vraiment cette distinction entre activité physique, le sport, pour tout un chacun, structuré, codifié, régulé et régulier. Et puis, le sport de haut niveau, c'est encore une autre chose. Là, ça peut même être la pratique professionnelle de certaines personnes, mais j'imagine qu'on y reviendra. Merci David. Vous avez vu, on a fait le programme là. Ça y est, on a le programme de cet épisode. Alors, je vais rembobiner et revenir donc sur la sédentarité, parce que on entend beaucoup, mais finalement, on sait pas trop à quoi ça correspond. C'est quoi, David, la sédentarité ? Alors, la sédentarité, on va faire quelque chose de simple aussi, faut parler simplement, c'est un excès de temps passé assis ou allongé, et la plupart du temps devant un écran. Pas uniquement, c'est juste être assis sans écran, c'est aussi de la sédentarité. C'est l'accumulation de ce temps-là, finalement, qui est passé à des postures qui limitent ma dépense d'énergie, notamment assis et allongé. Pendant le temps d'éveil, et là c'est important parce que vous pourrez dire oui mais finalement quand je dors je suis allongé donc je suis sédentaire. Non, là on parle du temps d'éveil. Oui, c'est absolument nécessaire de différencier les choses. C'est pendant le temps d'éveil. Donc en général on a un temps d'éveil d'à peu près 16 heures et on passe quand même plus de 12 heures sur ces 16 heures à assis et ou devant un écran. Ça c'est de la sédentarité. Pourquoi on enlève le temps de sommeil? Vous allez me dire oui là on est allongé et on fait vraiment rien. Oui mais ça c'est une sédentarité entre guillemets bien entendu qui est bénéfique. On a besoin
de ce sommeil. Ça, c'est une sédentarité ou c'est un temps d'inactivité en tout cas qui va nous permettre de reconstituer ses réserves, de régénérer les tissus, de reposer notre corps, notre cerveau et donc de repartir au mieux le lendemain matin. Donc on sépare vraiment le temps de sommeil de ce temps de sédentarité pendant la période éveillée. Et d'ailleurs, le sommeil, là aussi, c'est un facteur clé, puisque d'ailleurs, on parle souvent de sommeil réparateur. On a besoin de dormir, d'avoir un sommeil de qualité, parce qu'il a également un effet sur notre santé mentale. Oui, tout à fait. Alors souvent, on restreint le sommeil à une histoire de durée, mais pas du tout. C'est aussi une histoire de qualité de sommeil. Alors sans rentrer dans les détails, notre sommeil a des cycles et en fonction de là où on se situe dans le cycle, on peut être dans une période d'endormissement, de récupération, mais il y a aussi toute une phase dans ce cycle-là qui va permettre d'accumuler les apprentissages qu'on a eu pendant la journée. C'est pour ça qu'on dit souvent aux enfants, relis ta leçon avant d'aller te coucher, tu verras, c'est magique, demain matin, ça sera plus facile de te la rappeler. Et le sommeil fait cette œuvre-là. Donc pour la santé mentale, diminution du stress, etc., mais aussi un aspect physiologique et notamment toutes ces hormones du stress dont on pourra peut-être parler rapidement, vont avoir leur régulation aussi pendant le sommeil et ont besoin de ces phases et de l'enchaînement de ces phases au-delà de la durée totale du sommeil pour qu'on puisse repartir de bonne heure et de bonne humeur. De toute façon, vous allez voir, tout au long de l'épisode, c'est toujours du plus. On ajoute des bonus et ça a un effet multiplicateur sur les bénéfices que ça a sur votre santé et votre santé mentale. Donc, sédentarité versus activité physique. On va arriver vers le sport, mais l'activité physique, ça nous fait penser aux recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui en fait formule pour chaque tranche d'âge. Alors grosso modo, on va dire il y a les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, quadra, quinquas, et puis ensuite il y a les seniors. Ces recommandations, elles correspondent à quoi, David? Alors ces recommandations déjà, il faut savoir elles sont appuyées, elles sont documentées sur de grosses études épidémiologiques avec des grosses cohortes, etc. Et effectivement, tout un chacun ne se reconnaîtra pas individuellement dans les recommandations. C'est normal, ce sont des moyennes sur grosses cohortes. Par contre, ces recommandations nous donnent des indications. Donc par exemple, chez l'adulte, c'est 150 minutes par semaine d'activité modérée à intense où on nous demande de cumuler des activités plutôt d'endurance, donc sollicitation de notre système cardio-respiratoire, et puis des activités plutôt de renforcement musculaire pour mobiliser notre squelette et nos muscles. Ça, c'est une indication. Ça ne veut pas dire que si on est en dessous, c'est pas bien, tant qu'on essaye de faire un petit peu mieux. La littérature nous dit clairement aujourd'hui que d'augmenter un tout petit peu tous les jours nous permet déjà d'avoir des bénéfices significatifs sur notre santé physique, mentale et sociale sans pour autant atteindre ces recommandations. Après, comme vous le disiez, ces recommandations, elles sont par tranche d'âge, évidemment, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins en fonction de la tranche d'âge. En dessous de 6 ans, souvent, les recommandations nous indiquent qu'il faudrait en tout cas mobiliser physiquement l'enfant. Je parle pas d'activité physique et sportive. Là, vous voyez, c'est simplement jouer avec, le mobiliser. Un bébé, effectivement, on va pas lui faire de la marche. Par contre, on va essayer de jouer avec, de mobiliser ces segments, environ 3 heures par jour. Après, de 6 à 18 ans, c'est 60 minutes par jour. Et puis au-delà, je vous le disais, c'est 150 minutes par semaine. Mais ce qui est important, c'est que l'OMS a rajouté un temps d'écran, car il faut pas opposer activité physique et sédentarité. Et la sédentarité a vraiment des effets distincts de l'activité physique. Et donc l'OMS a rajouté des temps d'écran. Alors vous allez voir, les temps d'écran sont relativement faibles. C'est moins d'1 heure pour les tout petits par jour. Mine de rien, regardez, c'est pas si évident que ça. Temps d'écran, c'est ordinateur, téléphone, télévision, tout cumulé. Donc ça va très vite. Et après, c'est moins de 2 heures, en général à partir de 8 ans ou de l'adolescence, en tout cas jusqu'à l'âge adulte par jour. Et vous voyez très bien qu'on en est très loin. Il vaut mieux que cette activité physique, qu'on la fasse en extérieur, à la lumière du jour. On connaît les bénéfices de la lumière du soleil et également de la nature sur notre santé mentale en particulier. Oui, alors complètement. Et la littérature s'est multipliée sur les 8-10 dernières années à ce sujet-là, en disant que effectivement, quand on fait de l'activité en extérieur, en plein air, et notamment au milieu de la nature, alors le professeur Duclos l'expliquerait très bien, la couleur verte, les végétaux, être au milieu de cette nature-là, ça a des effets bénéfiques aussi sur notre santé mentale, avec des réponses. Alors on parle de réponses, nous, mais c'est des activations des aires de notre cerveau, qui sont contentes, tout simplement. On va le faire de manière très vulgarisée. Toutes ces petites aires qui contrôlent mon humeur, mon stress, mon angoisse, mon anxiété. Et il y a du vert, je suis au milieu, il y a de l'air. Et ces aires-là, elles sont contentes, elles sont un peu apaisées. Donc ça, c'est important. Et puis il y a l'autre côté d'être en extérieur, c'est qu'être à la lumière du jour.
Et on sait très bien que l'exposition à la lumière du jour est nécessaire aussi pour le fonctionnement et la régénération des cellules de mon cerveau. Donc du coup, c'est tout bénef de faire de l'activité physique dehors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire en intérieur, mais néanmoins, c'est tout bénef d'être en extérieur lorsque l'on se met en mouvement. Alors on arrive maintenant vers le sport, donc on va dire on va passer un cran au-dessus par rapport à l'activité physique. Bon, le sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé mentale, c'est sûr. Alors quel type de sport? Comment on peut définir justement le sport? Finalement, quand on dit à quelqu'un il faut que vous fassiez de l'activité physique régulière avec du travail d'endurance et puis du travail de renforcement musculaire, pour certains, si on est très sémantique dans notre approche, pour certains ils vont le faire chez eux tranquillement, ça sera une activité physique régulière. Et puis pour d'autres, ils vont le faire de manière institutionnalisée dans une salle, peut-être dans un club. Et là, on tombe dans le sport. Donc vous voyez que la limite entre sport et activité physique est vraiment cette définition très sémantique d'institutionnalisation, de réglementation, de licence, etc. C'est le cadre. C'est le cadre. Après, il faut le dépasser. Il y a aussi après, plus on va rentrer dans cette pratique structurée, donc sportive, et plus on va devenir un sportif avec un niveau de pratique élevé. Mais néanmoins, cette frontière, je veux vraiment pas qu'on sépare sport et activité physique en fonction de notre intensité d'implication. Et là, je parle juste d'implication, je parle pas d'intensité physiologique. En fonction de cette intensité d'implication, on va plus ou moins être sportif. Mais déjà, ça veut dire qu'on participe à notre niveau général d'activité physique. On a la chance en France d'avoir beaucoup de clubs, d'associations sportives qui proposent tous les types de sports. Alors, tous les types de sports, vous allez me dire oui, les disciplines, oui, mais aussi en fonction de l'engagement demandé, l'investissement, l'intensité. On peut prendre par exemple du sport santé, du sport loisir, avant d'arriver au sport de compétition. Oui, tout à fait. C'est là où finalement ça prend tout son sens, puisque quand vous allez dans une fédération qui vous propose du sport santé, on voit bien qu'on n'est pas dans une pratique sportive, élitiste ou à but de compétition, mais néanmoins on appelle ça sport quand même, puisque c'est encadré par une fédération, vous avez des heures de cours, une licence, etc. Donc vous voyez que la notion de sport est vraiment, encore une fois, basée sur une définition et sur une sémantique et un cadrage sémantique. Néanmoins, en France, comme vous le disiez, on a énormément de chance. On a pléthore de propositions, pléthore d'infrastructures. On a encore beaucoup de progrès à faire, c'est une certitude, mais on voit très bien que les fédérations jouent le jeu et développent ce sport santé. On a donc pour tout un chacun, mais on a aussi des maisons sport santé avec des éducateurs d'activités physiques adaptées qui sont diplômés pour prendre en charge les pathologies qui nécessiteraient une prise en charge par l'activité physique. Donc on a quand même un tissu et une structuration en France qui permet à tout le monde, avec son niveau, avec son profil, de devenir actif dans un premier temps et quel que soit son profil, même de s'engager dans une pratique sportive. Alors, on l'avait dit dans le live et on le répète ici, l'activité physique, c'est le meilleur des antidépresseurs. Le sport, c'est aussi le meilleur des antidépresseurs. Tous ces effets-là, ils sont scientifiquement prouvés. On sait que ça fait du bien à notre cerveau de faire du sport. Oui, bien sûr. Alors, je reviens encore au fait que le sport étant une activité physique, oui, c'est forcément, les bénéfices sont les mêmes. Par contre, on parle de la santé mentale, de la santé sociale, et notamment vous impliquer dans une activité physique et sportive ou une activité sportive en club, quel que soit encore une fois votre âge, votre profil, etc., va entraîner des interactions sociales, va nécessiter de la communication, va nécessiter de l'engagement dans des événements sociaux. Et ça, forcément, ça va être bénéfique pour la santé mentale, la santé sociale et à tout âge. Puisque un enfant qui est impliqué dans un club d'un sport collectif, par exemple, ou même d'un sport individuel, dès lors qu'il va s'entraîner avec des enfants de son âge, en plus, on va passer par le jeu la plupart du temps, etc., de l'interaction, ça va lui construire un capital de sociabilisation pour l'avenir et ça va lui permettre de développer ses capacités, finalement, de communication, ses capacités sociales, son intégration. Et ça, c'est quand même un facteur clé dans la santé mentale. On revient sur ce cercle vertueux, la santé au sens physique du terme, la santé mentale, la santé sociale, c'est du bonus. Oui, et vous avez raison de le souligner. Là, je donnais l'exemple des enfants pour le développement des compétences et des aptitudes sociales et de communication. Mais on a la même chose à tous les âges de la vie. Imaginez quelqu'un qui aujourd'hui, en plus à l'heure du télétravail, a un temps vraiment significatif en télétravail chez lui, à un moment donné d'aller chercher dans une pratique collective, sportive, dans un club, cette interaction que l'on n'a plus ou que l'on a moins dans le cadre du travail, c'est absolument nécessaire. Et puis, mine de rien aussi, en avançant dans l'âge, et puis on le voit très bien, des études sont très sympas et le montrent très bien au moment de la retraite.
commencer à se dire, vous vous rendez compte, on enlève la partie professionnelle, donc on va réduire, alors certes les déplacements, l'activité quotidienne, etc., mais en plus les interactions sociales. Et là, finalement, s'impliquer dans un club qui nous permet une pratique sportive, encore une fois adaptée à ses capacités et à son âge, ça va pouvoir permettre de maintenir cette activité sociale. Très souvent, on a les gens qui nous disent un peu qu'ils ont le blues de cette retraite et une petite phase compliquée de se voir couper un peu de la société. Et là, le sport est un très bon vecteur. Il y a 2 éléments également importants dans le sport. C'est que ça permet de développer l'activité physique aérobique. Donc, on va dire ce que c'est effectivement l'aérobie, c'est consommer de l'oxygène, c'est ça, c'est une activité qui consomme de l'oxygène. Vous l'aviez dit aussi tout à l'heure, le renforcement musculaire. Donc le renforcement musculaire, c'est pas forcément aérobie, on consomme pas forcément d'oxygène, mais c'est très important justement de travailler les deux. Alors autant sur la consommation d'oxygène, on le voit bien sur l'aérobie, mais sur le renforcement musculaire, on voit pas très bien pourquoi le muscle, il faut qu'on aille faire de l'haltérophilie, c'est ça? Non, alors déjà, on va un peu démystifier ces deux termes. Quand vous parlez d'aérobie, les gens, ils se voient s'entraîner. Tout simplement, on se voit en train de regarder les Jeux Olympiques et le marathon. Pas du tout. On n'en est pas là du tout. Faire de l'aérobie, c'est simplement faire d'une épreuve qui dure un petit peu dans le temps. Et ça veut pas dire forcément des heures. Ça peut être 15 minutes, 20 minutes. On est dans des rien que de la marche. La marche nordique est super. Et pourquoi je prends la marche nordique? Parce que ça peut nous faire, en plus, le lien avec votre seconde question, qui est sur la sollicitation musculaire. Alors nous, on aime bien parler de musculo-squelettique parce qu'aujourd'hui, on sait que les os et les muscles quand même communiquent beaucoup et leur santé est très interdépendante. Et alors, pourquoi on a besoin de ça? Parce que si vous voulez bouger, il faut une structure. C'est un peu comme si vous aviez une maison qui était mal construite. À un moment donné, si votre charpente est pas bonne, ou si vos fondations sont pas bonnes, ça va s'écrouler. Nous, on a besoin d'entretenir ce capital musculo-squelettique. Alors, encore une fois, en fonction des âges de la vie, plus je le fais tôt, plus je vais arriver à mon pic de maturation, le moment où ça va plus, la croissance va plus faire son œuvre et on va plutôt être dans le maintien ou le déclin. Mais plus je vais arriver haut à mon pic de maturation, donc mon capital musculo-squelettique sera important. Et puis après, il faut le maintenir. On sait qu'à partir de 26 ans à peu près, notre santé osseuse, par exemple, va commencer à décliner naturellement. Plus je vais pouvoir faire des activités physiques et sportives qui me permettent de la maintenir, et mieux ce sera. Je vais reculer les seuils d'autonomie, les seuils d'ostéoporose, etc. Et notamment sur le renforcement musculaire, on en parle souvent. C'est pas du tout se mettre, comme vous le disiez, à faire de l'haltérophilie ou utiliser des barres de musculation. C'est simplement faire des activités qui me permettent d'utiliser mes muscles. C'est essayer, par exemple, de prendre mes packs d'eau. Il y a quelques marches d'escalier, je vais quand même les faire à pied avec mes packs d'eau dans la main le plus longtemps possible. L'activité que je fais aujourd'hui me permettra de la refaire demain. Si je commence à abandonner ces activités un peu musculo-squelettiques et renforcement musculaire quotidien aujourd'hui, je pourrais carrément plus le faire demain. Donc, tant que je peux, il faut que je le fasse. Donc, on parle pas forcément de musculation, loin de là, mais bien de solliciter son système musculo-squelettique. Ouais, donc halte au cliché sur les muscles. C'est pas parce qu'on parle de muscles que derrière, forcément, on est dans un excès. Et il faut aller à la salle de sport, soulever de la fonte. Voilà. Intensive, c'est très bien, dans une bonne mesure et de manière adaptée à ses besoins. Je pense que là, il faut qu'on parle de l'équilibre parce que on est sur la fréquence, la régularité de l'activité physique et aussi du sport. Le sport intensif, ça se fait de façon encadrée. Si aujourd'hui vous faites assez peu d'activité physique, assez peu de sport, peut-être que ça peut être un de vos objectifs. Je pense notamment au marathon. On voit qu'il y a une grande mode, un grand engouement autour du marathon, de l'ultra trail, de dire on va se préparer pour. Justement, la préparation est importante et on commence petit à petit. C'est progressif. Mais exactement, comme toute activité physique, de toute façon, quand on redémarre, si on veut tendre vers une activité sportive de compétition, et vous en parliez, le trail, l'ultra trail, les marathons, on voit que c'est en train d'exploser et ce chaque année un petit peu plus. C'est une bonne chose dans l'absolu. C'est excellent. En plus, ce sont des activités d'extérieur, donc je vais pas dire que c'est pas bon, ça contredirait ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, c'est super. Et puis le trail, c'est dans la nature. En général, il y a une entraille qui est relativement incroyable. Donc ce sont de très bonnes disciplines. Néanmoins, on commence pas comme ça. Du jour au lendemain en se disant dans 3 semaines je fais un 30 km. Non, ça se prépare doucement, comme pour tout. On doit le préparer et se faire encadrer si nécessaire par des gens compétents. David, on arrive bientôt au terme de cet épisode de podcast. Quels sont les conseils qu'on peut donner concrètement, peut-être à celles et ceux qui nous écoutent, qui envisagent de se mettre au sport? Déjà, faut faire son autodiagnostic et se dire ok, je veux m'y mettre, j'en suis où?
C'est-à-dire qu'il va falloir que j'ai une gradation dans ma remise en mouvement et ma remise à l'activité physique. Et puis je pense, mais c'est un avis personnel, mais qui est quand même appuyé un peu par de la littérature, c'est de se dire pourquoi je veux me remettre au sport. Je pense que la raison est absolument nécessaire à être identifiée. Ça va nous éviter peut-être de tomber dans de mauvaises raisons pour se mettre au sport et peut-être d'aller altérer sa santé mentale. Si on n'a pas identifié clairement le pourquoi, on risque de se contraindre avec notre pratique sportive. Il faut qu'elle reste un plaisir. Il faut qu'on ait envie de mettre les baskets. Il faut pas qu'on se dise tous les matins, je me lève parce que je dois aller courir, parce que j'ai tel objectif. Si ça devient une contrainte, c'est que c'est pas le bon objectif. Vous vous êtes pas fixé le bon objectif. Donc, et encore une fois, je fais la différence entre celui qui doit se lever tous les matins parce qu'il a les JO dans 6 mois, et puis, et on en parlera, on n'a jamais parlé autant de la santé mentale des sportifs de haut niveau. C'est pas pour rien que énormément se retrouvent dans des situations de fragilité mentale, de par le stress, de par la contrainte quotidienne, etc. Mais quand on n'est pas sportif de haut niveau, le sport ne doit pas générer ça. Donc, se faire encadrer, savoir où on veut aller, et surtout savoir pourquoi, de manière à le faire de la façon la plus apaisée, apaisante possible pour continuer à avoir ce plaisir sans lequel on ne progressera pas et on arrêtera à un moment donné. Parfait, merci beaucoup David pour ce moment passé dans cet épisode de podcast pour la campagne Je m'active pour ma santé mentale d'assurance prévention. À bientôt pour de futurs épisodes. Au revoir. À bientôt.